Manifestation des médecins généralistes du syndicat MG France à Paris. Pour la journée, ils ont fermé leur cabinet pour protester contre le dispositif du médecin traitant, une mobilisation contestée par les autres syndicats. Le retour de l'hiver qui touche dès cette nuit l'Est et le Nord de la France avec l'effondrement des températures. Le plan grand froid a été déclenché. Le thermomètre devrait encore descendre. 5 mois après la prise d'otage sanglante à l'école de Beslan, les habitants manifestent leur colère. Ils réclament une enquête internationale accusant Vladimir Poutine d'étouffer l'affaire. Peut-être bientôt chez votre boulanger une baguette minceur, en tout cas une nouvelle baguette qui pourrait fournir une meilleure diététique. Elle a été présentée au Salon international de l'alimentation à Lyon. Et puis les défilés haute couture qui commenceront lundi. Deux nouveaux créateurs rejoignent ce cercle très fermé des stylistes renommés dans le monde entier. Ils se préparent à faire leur entrée sur les podiums. Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal, la manifestation des généralistes à Paris, ceux du syndicat MG France, qui ont donc fermé leur cabinet aujourd'hui pour protester contre le système du médecin traitant. À l'évidence, ce mouvement ne rassemble pas, loin de là, l'ensemble de la profession et sur le pavé parisien, difficile d'évaluer l'ampleur de la mobilisation. Plusieurs milliers selon les syndicats concernés, 900 selon la police. Un cortège composé de médecins venus de plusieurs régions de France qui dénoncent la nouvelle convention de l'assurance maladie. Sophie Mézel, Chloé Lecomte. Vous êtes là? J'entends rien, vous êtes là? Ambiance potage façon salle de garde sur le parvis de la gare Montparnasse. Au rendez-vous, bon nombre d'internes en médecine générale qui protestent contre le manque de reconnaissance de leur future profession. Car la nouvelle convention qui sera appliquée à partir du 1er juillet prochain stipule que les spécialistes, tout comme les généralistes, pourront faire office de médecins traitants, qui auront donc un rôle pivot dans le suivi du dossier du patient. On fait 3 ans d'internat pour être formé à être médecin traitant, médecin coordinateur. Et là, d'un seul coup, on dit tous les médecins peuvent être médecins traitants. Donc c'est qu'on n'est pas reconnu, donc notre formation n'est pas reconnue du tout. À côté des internes, leurs aînés sont présents. Des généralistes venus de plusieurs régions de France pour dire aussi leur inquiétude quant à l'avenir de leur profession. La médecine générale est en danger parce qu'il n'y a plus de médecins, parce qu'on est submergé de travail, parce que c'est pas normal qu'on voit toutes les urgences sans en avoir la rémunération, qu'on fasse des actes de prévention sans en avoir la rémunération. Pour les manifestants, c'est aussi l'assurance maladie qui est en danger. La réforme, selon eux, instaure une sécurité sociale à 2 vitesses et seuls ceux qui en auront les moyens pourront consulter directement un spécialiste, quitte à payer plus cher la consultation. Le cortège d'un millier de personnes a achevé son parcours devant le ministère de la Santé. Le ministre ne les a pas reçus, mais il rencontrera le syndicat MG France mercredi prochain. Voyons maintenant quel impact a eu la grève des médecins généralistes, de ceux du mois qui ont donc décidé de fermer leur cabinet. Là aussi, bataille des chiffres. D'un côté, le mouvement serait suivi avec 80% des cabinets de médecine générale fermés, version toute différente des autres syndicats. Sur le terrain, comment les patients alors se sont débrouillés? Apparemment peu de gêne, car de toute façon, les urgences sont automatiquement assurées. SOS Médecins a travaillé sans doute plus que d'habitude. L'exemple à Lille, Frédéric Vian, Dominique Mas. La salle d'attente n'a presque pas des amplis de la journée. Nous sommes à la permanence de SOS Médecins pour la région lilloise, un cabinet déjà très sollicité le week-end, les gardes de médecins de ville devenant de plus en plus rares. Alors un jour de grève comme aujourd'hui, c'est ici la dernière étape avant l'hôpital. J'ai appelé mon médecin traitant et j'ai eu le répondeur comme quoi exceptionnellement il n'était pas disponible aujourd'hui. D'accord, alors que normalement il est ouvert un samedi. Normalement oui. SOS Médecins, bonjour. Avec seulement 2 médecins de permanence, plus une vingtaine qui tournent en voiture, l'agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing fait figure de parents pauvres à côté de villes de même taille comme Lyon ou Marseille. Aucune idée, on a énormément d'activités, donc sinon ce que je peux vous proposer c'est de vous déplacer au cabinet médical qui se trouve à Lille. Au cabinet, les pathologies rencontrées ne sont pas forcément très graves, mais beaucoup de patients ont besoin d'être rassurés sans attendre le lundi suivant. Ils veulent avoir un renseignement, un conseil médical, et de plus en plus, il faut qu'on les examine en priorité, même si, comme on leur explique, ce n'est pas urgent, ça peut attendre quelques heures, mais ils veulent avoir un renseignement, un examen médical dans l'heure le plus tôt possible. Un service dont ne disposent bien souvent que les habitants des plus grandes villes. Les autres ont en effet depuis longtemps pris l'habitude de se tourner directement vers l'hôpital le plus proche.
Ceci nous amène à cet appel à la vigilance lancé par l'Institut de veille sanitaire. Les cas de coqueluche sont en augmentation en France. Ce sont essentiellement les bébés qui sont les plus exposés, trop petits pour être vaccinés. Stéphanie Davoigneau, Jacques Gérard. Des quintes de toux plutôt spectaculaires, mais sans grand danger. À cet âge-là, attraper la coqueluche n'est pas bien grave. En revanche, un nourrisson de moins de 3 mois, trop jeune pour être vacciné, peut en mourir. Chez le très jeune enfant, la coqueluche peut se compliquer parce que les quintes de toux peuvent s'accompagner de changements de coloration, c'est-à-dire l'enfant devient tout bleu ou a du mal à reprendre sa respiration. Jusque dans les années 60, 5000 nourrissons mouraient chaque année de la coqueluche. Puis la vaccination des bébés s'est généralisée. Mais l'efficacité du vaccin ne dure que quelques années. La majorité des adultes peuvent donc contracter la maladie et la transmettre sans même s'en rendre compte. Depuis septembre, 20 cas de coqueluche ont été signalés. C'est plus du double que les années précédentes. Les autorités sanitaires appellent donc à la vigilance et recommandent au personnel soignant et aux futurs parents de se faire vacciner. Si la maman est déjà enceinte, et si on sait que les parents ne sont pas correctement vaccinés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de vaccin depuis 10 ans, c'est proposer de vacciner le père pendant la grossesse de sa femme et de vacciner la maman dès qu'elle aura accouché, et ça permettra probablement de protéger le futur jeune nourrisson. Dernier conseil aux parents, le premier vaccin ne suffit pas. N'oubliez pas le rappel entre 11 et 13 ans. Et le froid fait une nouvelle offensive. Les températures sont en train de chuter sévèrement dans le nord et dans l'est de la France. -5 cette nuit dans le Pas-de-Calais, des chutes de neige en Meurthe-et-Moselle et des températures très hivernales qui ne vont que dégringoler dans les jours qui viennent. Le plan grand froid a été déclenché. Reportage à Nancy, Nicolas Luizet, Virginie Travers. Une petite pièce s'il vous plaît. Christophe s'apprête à passer une nouvelle nuit dehors, son quotidien depuis 4 ans. Mais ce soir à Nancy, les heures qui viennent s'annoncent glaciales, -6 degrés. Il ne sait pas vraiment où aller et ne songe pas au centre d'hébergement. Non, je vais pas parce que c'est complet en général. De toute façon, à chaque fois que j'ai téléphoné, c'était complet, quoi. J'y étais au début et j'y vais plus, quoi. Comme lui, il serait une trentaine de sans-abri à devoir lutter contre le froid. Des températures négatives sont attendues ces prochains jours. C'est pourquoi la préfecture a déclenché le plan grand froid de manière préventive. Il est passé au niveau 2 avec un objectif. Personne ne doit dormir dehors ce soir. Il n'y a pas de contraintes juridiques ou physiques qui peuvent s'exercer, donc c'est les patrouilles du SAMU social qui discutent avec les sans-abri. Éventuellement, les services de police et de gendarmerie peuvent également les emmener au poste, mais ça n'a encore pas été pratiqué dans le département. Les SDF seront conduits dans des centres d'hébergement de ce type et ce soir, tous trouveront un lit. 110 places sont réservées, mises à la disposition du SAMU social. Voilà, sur le département, on a une quarantaine de chambres disponibles pendant la période hivernale. Bon, un type de lit qui serait disponible, mais on a des chambres donc, en centre d'hébergement, dans des hôtels. Les craintes qu'on a dès qu'on est en dessous du zéro, mais déjà même quand on est légèrement au-dessus de zéro, hein, c'est des risques d'hypothermie des personnes. Si jamais elles s'endorment dans un état second dû à un problème d'alcool, par exemple. Et avec un tel froid, les risques sont réels. Les équipes du SAMU social ont débuté leur tournée dès 18 h. Elles parcourront les rues une grande partie de la nuit. En Ossétie du Nord, près de 5 mois après la prise d'otages sanglante dans une école de Beslan, le jour de la rentrée scolaire, les habitants de la ville manifestent pour le 3e jour consécutif leur colère. Ils accusent les autorités de vouloir étouffer l'affaire. Vladimir Poutine avait promis qu'une enquête ferait la vérité sur l'intervention des forces spéciales et la façon dont le commando pro-tchétchène avait pu rentrer dans l'école. Anne Poncinet sur place. Beaucoup d'entre eux portent la photo de leurs disparus. Ils se sont rassemblés ici avant-hier et ils ont bloqué cette route près de Beslan avec une tente. Ce matin, ils étaient encore une centaine. 4 mois qu'ils portent le deuil de leurs proches tués au cours de la prise d'otage de Beslan en septembre dernier. Depuis, on avait peu entendu les familles des 331 victimes civiles. Aujourd'hui, comme l'explique ce manifestant, ils veulent la démission du président Ossète. Ils reprochent à l'administration locale d'avoir par sa corruption permis la prise d'otages. Hier, Alexandre Zazorov n'a pas réussi à les convaincre de lever leur barrage. Depuis 4 mois, les mêmes questions les hantent. A-t-on tout tenté pour sauver les otages? A-t-on au moins essayé de négocier? Y a-t-il eu un assaut et pourquoi ce bain de sang final?
Une commission d'enquête est chargée de répondre à ces questions. Mais ce sont justement ces enquêteurs qui ont provoqué la colère des familles lors de leur visite à Beslan cette semaine, des familles qui demandent désormais une enquête internationale. Il faut dire que dès la mi-décembre dernier, la commission avait repris publiquement à son compte la thèse officielle, alors que son rapport ne doit être publié qu'en mars prochain. Autant dire que les familles des victimes de la tragédie de Beslan ne font guère confiance à cette commission d'enquête, alors que les autorités russes avaient promis un rapport indépendant du niveau de celui qui avait été réalisé aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. En Irak, la communauté chiite est devenue la cible principale des attentats suicides. Les chiites opprimés par Saddam Hussein représentent 60% de la population et sont les grands favoris des élections qui se dérouleront dans 8 jours. Au moins 27 morts ces dernières 24 heures dans ces attaques anti-chiites. Hier soir, c'est pendant les célébrations d'un mariage à Bagdad que s'est produit un nouvel attentat suicide. Dans ce climat de chaos, une seule bonne nouvelle, la libération de 8 otages chinois. Nous sommes donc maintenant à 8 jours des élections. Voyons comment les télévisions américaines présentes sur place rendent compte de la situation. On est loin du lyrisme patriotique des premiers mois. L'opinion publique américaine affronte chaque jour la difficile réalité. Alan Chalvron. Les insurgés filment leurs propres attaques et les chaînes de télévision américaines diffusent la mort de leurs soldats. Le caméraman du mouvement islamique des Moudjahidines irakiens, c'est le sigle en haut à gauche, est sans doute celui qui déclenche la bombe. Dès qu'il a repéré sa cible, il invoque Allah. C'est le quotidien des soldats engagés en Irak. Des attaques comme celle-là, il y en a 70 par jour en moyenne. Le danger peut surgir de partout. Ici, près de Mossoul, le dernier véhicule d'un convoi vient d'exploser. Mais en fait, c'est une vraie embuscade. Il y a des blessés, l'un semble même sérieusement atteint. Les opérations de secours se font à découvert, sous le feu. Les soldats ou soldates en couverture semblent paniquer. Alors qu'on réussit à évacuer le blessé, les tirs redoublent, provenant sans doute de cette mosquée. Et c'est finalement l'arrivée d'un blindé qui mettra fin à l'attaque, permettant de soigner le deuxième blessé. On comprend en voyant ce genre d'image que le soutien de l'opinion publique américaine à la guerre en Irak diminue, il n'est plus que de 42%. On comprend également tout l'espoir que l'on place dans les élections du 30 janvier. Et nous sommes toujours sans nouvelles de la journaliste de Libération et de son interprète Florence Aubenas, disparue le 5 janvier dernier à Bagdad. Au Proche-Orient, après 4 ans et demi d'intifada, peut-être une trêve de la violence, avec d'abord les brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui, dans un communiqué, se disent prêts à un cessez-le-feu conditionnel. Même prise de position des responsables du Front démocratique et du Front populaire de libération de la Palestine. Après une série d'entretiens à Gaza avec le nouveau président de l'autorité palestinienne, ces 3 groupes armés ont donc décidé de faire un pas. Images inédites en plein pèlerinage de la Mecque, des pluies diluviennes sont tombées cet après-midi, prenant de court les musulmans. Une heure d'averse dans l'un des pays les plus arides au monde. Le mauvais temps s'est abattu alors que le pèlerinage annuel touche à sa fin. 2,5 millions de fidèles qui lapident symboliquement Satan avant de commencer à quitter ce lieu saint. 4 semaines après les raz-de-marée en Asie du Sud, les touristes occidentaux ne sont pas revenus en Thaïlande. La plupart des hôtels sont vides. En revanche, ce sont des Thaïlandais eux-mêmes que les tours opérateurs incitent à venir à Phuket. Peut-être une façon de soutenir l'économie du tourisme essentielle dans cette région. Aurélia Guillemin. À première vue, on pourrait croire à une excursion ordinaire. Mais les conseils du guide donnent rapidement le ton du voyage. Mesdames, Messieurs, c'est le moment de sortir vos appareils photos. Nous approchons de la zone du sinistre. On est loin de la carte postale. À Khao Lak, le paysage n'a plus rien de paradisiaque. Mais ces touristes thaïlandais ne s'attendaient pas à autre chose. C'est en connaissance de cause qu'ils sont venus mesurer l'ampleur de la catastrophe dont a été victime le sud de leur pays. On ne se fait pas vraiment plaisir. C'est différent de tous les voyages que l'on a fait jusqu'ici. Je ne peux même pas vraiment apprécier. C'est inapproprié. Appareil photo en bandoulière, les vacanciers découvrent les visages des disparus. Eux qui n'ont perdu personne dans la catastrophe photographient les décombres sans relâche, sous les yeux incrédules des habitants des lieux.
Ils prennent des photos, bon sang. Je me demande vraiment ce qu'ils font ici. Je ne sais pas qui ils sont, mais en tout cas, ils sont nombreux. Pour justifier de l'organisation de ce voyage, le tour opérateur dit vouloir contribuer à remettre la région sur pied. Objectif, remplir les hôtels et les restaurants désertés depuis le tsunami. C'est une initiative bienveillante pour aider les victimes du tsunami. J'aimerais convaincre beaucoup de Thaïlandais de venir donner un peu de leur richesse aux habitants du Sud. Les organisateurs du circuit espèrent attirer sur le site 5 à 700 touristes par mois pendant toute l'année à venir. Des milliers de vacanciers qui, comme eux, repartiront avec cette étrange photo souvenir prise juste devant le temple où reposent toujours des centaines de corps à identifier. Et ceci nous amène à cette réunion à Paris des 25 ministres en charge de l'éducation en Europe. Un objectif, rescolariser les enfants des pays dévastés par les raz-de-marée au plus vite. Un programme qui, à long terme, s'appuiera sur la formation d'enseignants et la reconstruction des écoles. Première étape, envoyer des experts sur place et coordonner au mieux l'aide à l'éducation dans les plans d'urgence. Alban Mikosi. Ils vivent dans ces camps de toile provisoires. 10 000 enfants pour la seule province d'Aceh. Emportés dans la furie du raz-de-marée, leurs maisons, leurs écoles, disparus leurs enseignants, 1300 qui ne reviendront plus. C'est tout le système scolaire qu'il faut rebâtir. L'école, c'est leur deuxième maison. L'école, on peut leur apporter un certain nombre de soins, avoir une cantine, regarder des mesures d'hygiène et puis surtout faire une assistance psychologique qui est indispensable pour ces enfants qui viennent d'être traumatisés au-delà du supportable. Ces recommandations de l'UNICEF, les 25 ministres de l'éducation réunis à Paris entendent les rendre possibles rapidement. Une table ronde et quelques décisions symboliques. 10% des crédits européens, soit 35 millions d'euros, iront à la rescolarisation et c'est à l'Union européenne que reviendra un rôle de coordination entre les initiatives. Il est très important que l'Union européenne ait cette visibilité internationale, qu'on la voit, pas seulement comme une structure administrative, économique, mais qu'on la voit comme une entité humaine qui réagit avec ses émotions, avec sa générosité. Concrètement, 700 écoles en toile de tente seront montées, un millier d'enseignants recrutés sur d'autres îles moins sinistrées et 2000 boîtes de matériel pédagogique adressées. Dans un second temps, le gouvernement français souhaite développer les jumelages entre écoles françaises et écoles de l'océan Indien. Dans la mesure du possible, l'UNICEF espère organiser une rentrée des classes le 26 janvier en Indonésie. Autant dire, mercredi prochain, la date n'est pas choisie au hasard, elle intervient un mois jour pour jour après le raz-de-marée. La semaine qui vient sera marquée par le 60e anniversaire de la libération des camps. C'est au procès de Nuremberg que pour la première fois ont été diffusés des films réalisés par les armées alliées, les preuves accablantes en images pour ne plus jamais dire que ça n'a pas existé. L'opinion publique devra, elle, attendre les années 70 pour découvrir la monstrueuse réalité de la barbarie nazie. Les images que vous allez voir sont difficiles. Bernard Lebrun. Pour la première fois dans un tribunal, le cinéma devint pièce à conviction. Au fond de la salle d'audience de Nuremberg, un écran blanc. À la libération des camps, les caméras alliées, russes, américaines, anglaises, tentèrent d'enregistrer l'horreur concentrationnaire pour l'histoire et à des fins judiciaires. À plusieurs reprises en 1945, durant le procès, le président, le procureur américain Jackson, fit éteindre les lumières pour projeter aux accusés ce qu'ils feignaient d'ignorer, leurs crimes qu'ils ne voulaient pas voir. Ce sont des professionnels du cinéma qui tournent à la demande des militaires. Ici à Bergen-Belsen, pour les Anglais, Alfred Hitchcock et Sidney Bernstein sont à la réalisation. Ils tournent en plan séquence, cherchant la preuve par l'image, image insoutenable. Ils montrent les victimes et leurs bourreaux condamnés par les Anglais à les ensevelir. Pour cause de reconstruction de l'Europe, ce film ne sera jamais montré au public avant 1985. Les élus allemands de la région sont présents, de force. Ce que ne dit pas le film, c'est que le lendemain, le maire de Belsen, au temps des nazis, se suicidera. À la demande d'Eisenhower, une équipe d'Hollywood dirigée par George Stevens débarque en Allemagne avec de la pellicule Kodachrome. Le grand réalisateur est promu colonel et s'engage à montrer la vérité. D'un terrifiant réalisme,
Ces images couleur de Dachau ne furent jamais montrées au public. Quelques séquences montrent aussi les premiers temps de la libération, la crainte du typhus et la désinfection, mais aussi la nourriture revenue en abondance, le pain et la soupe. Pour autant, d'autres équipes américaines ne résisteront pas à la tentation de la mise en scène, comme l'indique cette photographie de Mauthausen, montrant les détenus, saluant leur libérateur. Quand le caméraman Vorontzov découvre Auschwitz avec l'armée rouge, il neige. Mais sur ces images si célèbres des survivants de l'enfer, la neige a fondu. Elle ne date donc pas du 27 janvier 1945. Vorontzov fait son travail d'enregistrement. Valises, chaussures, lunettes, dentiers, cheveux. Seule trace visible de l'extermination de plus d'1 million de juifs d'Europe dans ce camp d'Auschwitz-Birkenau. Staline, en regardant ces images, jugera qu'elles ne sont pas assez dures. Elles ne seront donc pas diffusées dans les cinémas de Moscou. Pas plus que cette reconstitution où les survivants acclament leur libérateur, ridicule, tranchera Staline. Ces caméras de l'histoire furent complétées à Nuremberg par des photographies et des films allemands. Parce que disait le procureur Jackson, les nazis ne manquaient pas de vanité et se faisaient photographier au cours de leurs actes. La preuve par l'image date du tribunal de Nuremberg qui inventa la notion de crime contre l'humanité. Le congrès de l'UDF à Paris, François Bayrou a été sans surprise réélu à sa succession. Quelques voix dissonantes, celle de Gilles de Robien qui a pris ses distances ces derniers jours. Il est attendu demain. Et sur la question turque, le député maire de Drancy confirme qu'il votera non au référendum. Émilie Lançon, Marie Cazot. Les votes à l'UDF, cela ressemble souvent à cela. Des réponses allant toutes dans le même sens. François Bayrou lui-même, unique candidat à sa propre succession, vient d'être réélu à la tête du mouvement avec plus de 98% des voix. Malgré les apparences, cela n'empêche pas les dissensions. Le député Jean-Christophe Lagarde explique que contrairement à François Bayrou, il votera non au référendum sur la Constitution européenne afin de bloquer l'adhésion de la Turquie. Un oui de résignation n'est pas forcément la meilleure des choses pour l'Europe et que pour sauver l'Europe, on a peut-être besoin d'un an de résistance. Voter non au référendum sur la Constitution européenne pour empêcher l'adhésion de la Turquie, un argument qui ne tient pas debout aux yeux de François Bayrou. Je pense que ça ouvrirait une crise européenne, je pense qu'on obtiendrait le contraire de ce qu'on veut, qu'on aurait la Turquie et de mauvaises institutions européennes. C'est absurde pour moi, ou en tout cas illogique comme ligne. De leur côté, députés et militants se félicitent du fait que tout le monde ne soit pas d'accord à l'UDF. Il n'y a aucun problème, non. Il ne faut pas monter en épingle les interventions d'un collègue ou d'un autre. Voilà. Vous savez, le groupe est uni, y compris Jean-Christophe Lagarde. Heureusement qu'il y a des voix discordantes, ce qui permet aussi de faire avancer le débat. On n'est pas un parti monolithique, etc. Non, au contraire, c'est très bien qu'il y ait des voix discordantes. Afin d'y voir plus clair et de se compter, un vote sur 18 points précis est organisé en ce moment même. Parmi ces points, la question turque, bien sûr, et celle de la Constitution européenne. La bataille du référendum qui a bel et bien commencé pour le non à la Constitution européenne. 5 à 10 000 manifestants ont défilé à Paris cet après-midi à l'appel des partis d'extrême gauche. Une pétition a été lancée à l'initiative du Parti des travailleurs, le parti trotskiste, qui annonce plus de 50 000 signatures. Et puis le reflet de l'opinion publique, photo instantanée avec ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. Jacques Chirac perd 1 point avec 49% de satisfaits. Jean-Pierre Raffarin, lui, en perd 2 avec 32% d'opinion favorable. Sur la Côte d'Azur, dans cette région où les risques sismiques existent, ils passent souvent inaperçus. Imaginez que la Terre tremble 50 fois par an en moyenne. Pour autant, dans l'hypothèse d'un tremblement de terre plus important, les spécialistes rappellent la nécessité de respecter toutes les règles de précaution et ils se font entendre. Olivier Théron, Raymond Chaplard. L'épicentre du séisme se situe à 30 km au large. Son intensité, 6,3 degrés sur l'échelle de Richter. C'est le scénario sur lequel travaillent les chercheurs, la mairie de Nice et les services de l'État. Une hypothèse de travail vraisemblable pour les sismologues. Qui représente un séisme. En 1963, il y a eu un séisme de magnitude aussi 5,9 à 6 qui a eu lieu en mer, à 80 km des côtes, et qui n'a fait pratiquement pas de dégâts, mais qui a été vraiment très largement ressenti par la population. Donc ce genre de séisme, fatalement, se reproduira un jour.
La ville de Nice a entrepris une cartographie du risque. Il y aurait entre 200 et 600 morts, 20 000 et 45 000 sans-abri. Ça dépend bien sûr des quartiers et des normes de construction. Si vous prenez l'Arenas, qui est le quartier neuf de Nice, évidemment tous les bâtiments là, sont aux normes parasismiques et il y aurait très peu de dégâts. Si vous prenez le Vieux-Nice avec des immeubles qui ont plusieurs centaines d'années, il est évident que certains de ces immeubles vont subir des dégâts importants. Le Vieux-Nice et ses bâtiments anciens construits sur une zone alluvionnaire pourraient souffrir d'un séisme, tout comme l'ancien hôpital et une caserne de pompiers. En avril, des décisions seront prises pour mettre aux normes parasismiques certains bâtiments. Construire aux normes parasismiques, c'est une obligation pour les bâtiments publics depuis 1980. C'est la seule solution pour répondre aux dangers imprévisibles d'un tremblement de terre. À Cannes, le nouvel hôpital en construction devra non seulement résister à un séisme, mais aussi continuer à fonctionner. Que le bâtiment qu'on construit est constitué de plusieurs bâtiments désolidarisés. C'est-à-dire que quand on le regarde, on a l'impression d'une grosse masse, d'un gros bâtiment unique. En réalité, c'est différents bâtiments qui sont des colonnes mises les unes à côté des autres. Les immeubles d'habitation collective doivent normalement, depuis 1988, respecter ces normes de construction. Pour éviter de mauvaises surprises, le ministère de l'Environnement envisage de faire vérifier par les services de l'État le bon respect de ces normes parasismiques. Une baguette minceur, mais pas une baguette magique pour maigrir, un pain qui est ni bio ni diététique, mais qui pourrait aider à une alimentation quotidienne mieux régulée. Cette nouvelle baguette est présentée pour la première fois au Salon international de l'alimentation à Lyon, aux boulangers puis aux consommateurs de se laisser convaincre. Stéphanie Labrousse, Thierry Meunier. C'est le jour de la présentation officielle. Des baguettes de 250 grammes qui se distinguent, nous dit-on, par leur composition. 2 ans de développement pour une recette brevetée qui a reçu le soutien de l'Agence française de l'innovation. Peu de sel et pas de molécules magiques. Alors il est composé de fibres, de germes de blé, de flocons d'avoine. Il a un taux un petit peu plus élevé de lipides par rapport au pain beurre traditionnel, justement pour que les fibres qui sont présentes dans le pain puissent mieux être assimilées par le corps. Côté marketing, difficile pourtant d'échapper au concept minceur. Mais pour ce spécialiste en sciences de l'alimentation, le credo, c'est rééquilibrage nutritionnel. Petit déjeuner copieux qui conduit à un dîner léger qui amène un petit déjeuner copieux. En prônant à ses patients obèses un petit déjeuner très riche en pain, Claude Godard affirme avoir obtenu des pertes de poids. La nouvelle baguette, elle, est censée prolonger la satiété dans le cadre d'une alimentation variée. C'est un pain qui va permettre de rééquilibrer une alimentation défectueuse, on va dire, et donc une alimentation rééquilibrée peut conduire à une perte de poids, mais le pain n'a pas de vertu médicamenteuse. 3 morceaux de baguette au petit déjeuner, 2 à midi, 1 le soir, voilà ce qui est préconisé. Encore faut-il convaincre les boulangers. C'est sympathique, je pense qu'au petit déjeuner, ça peut faire un bon pain. Je vais essayer. Puis maintenant, c'est les clients qui décident. La semaine prochaine, cette nouvelle baguette commencera à être vendue dans les boulangeries qui l'ont adoptée. 1,20 € l'unité, 50% de plus qu'une baguette classique. Du sport avec du football, la 22e journée de Ligue 1 et la victoire de Marseille à Metz 1-0 grâce à un but de Louyoun Boula. L'OM qui confirme avec cette victoire son renouveau et progresse au classement général. L'enduro du Touquet pourrait malgré tout avoir lieu annulé ces derniers jours après que la société organisant l'épreuve ait jeté l'éponge. Une nouvelle réunion s'est tenue et la Fédération française de motocyclisme se veut très positive. Nous verrons. La course autour du monde à la voile en solitaire tire à sa fin. On attend l'arrivée des premiers navigateurs dans une dizaine de jours si la météo y met du sien. Après 77 jours de course, c'est Vincent Rioux qui est toujours en tête, suivi par Jean Le Cam. Christophe Tortora fait le point. La remontée de l'Atlantique, des marins en tête du Vendée Globe se fait au ralenti. Pour Vincent Rioux, l'heure n'est pas encore aux grandes manœuvres. Il maintient une avance confortable sur Jean Le Cam et Mike Golding. Jean Le Cam, heureux de pouvoir filmer ses instruments de bord il y a quelques jours, au moment de passer l'équateur. 0,3, 0,2, 0,1. Ça y est, on est la tête à l'endroit. On vient de passer l'équateur. Une tête à l'endroit qui permet aux marins de retrouver certains compagnons croisés lors de sa descente de l'Atlantique. Dans le nord, là, on voit des bancs de poissons volants, des petits poissons volants, je sais, qu'on ne voyait pas dans l'hémisphère sud. Bon, je me suis dit, tiens, dis donc, depuis que je suis passé là, la dernière fois, ils ont fait des petits.
Après 77 jours de mer, Vincent Rioux sur PRB possède 200 000 d'avance sur Mike Golding. La deuxième place de Jean Le Cam rend le marin ronchon. Sur le principe qu'on n'est jamais content, ce serait mieux si PRB était derrière. Tout au moins à l'arrivée. Bon, maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire. Jean Le Cam a désormais 10 jours pour tenter de trouver une solution. L'arrivée au Sables d'Olonne est annoncée pour le 31 janvier ou le 1er février. Pour les 25 ans de Starmania, une version symphonique au Palais des Congrès, quelques représentations exceptionnelles, 70 musiciens et des voix classiques à découvrir. Emmanuel Lambert, Stéphane Ligny. Quand on arrive en ville, le blues du businessman, Stone, les uns contre les autres, quelques titres de Starmania et les petites notes de musique se mettent à trotter dans la tête. En 1979, Michel Berger et Luc Plamondon composent un opéra rock. 25 ans plus tard, Starmania est de retour à Paris en version lyrique. Ils viennent à peine d'atterrir et il faut déjà répéter. Luc Plamondon écoute avec attention les chanteurs lyriques québécois qu'il a sélectionnés. Ce sont des chanteurs d'une nouvelle génération qui savent chanter comme si c'était une chanson et non pas un air d'opéra, mais quand même avec leur timbre d'opéra et leur puissance d'opéra. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. On se rend compte de la grandeur des chansons quand ces chansons-là fonctionnent aussi justement sans section rythmique, seulement avec, on peut dire seulement avec un orchestre symphonique, mais c'est quand même particulier de transposer ça et que ça fonctionne, parce que je pense que ça fonctionne pas toujours. 70 musiciens, 20 choristes, 7 chanteurs, il a fallu réorchestrer toutes les musiques originales. Le travail a duré 2 ans. Les chanteurs, eux, ont dû apprivoiser un nouveau répertoire. J'étais pas une Starmania, mais étant donné que ça fait quand même beaucoup de rebonds, je connaissais les principaux airs comme Stone, La serveuse automate, le blues du businessman. Quelques semaines avant sa disparition, Michel Berger rêvait d'une version symphonique de son œuvre. Pour le 25e anniversaire de Starmania, Luc Plamondon a réalisé l'ultime rêve du compositeur. Amadeus sur la scène du Théâtre de Paris. Après une première version signée Roman Polanski, Amadeus s'est recréé cette semaine avec dans le rôle de Salieri l'excellent Jean Piat. Reportage Sophie Jouve, Éric Mézy. T'es au téléphone, toi. Comme d'habitude. Tu n'as qu'un téléphone. Bonjour, je vous remercie d'être venu si tôt. Téléphone. Un monstre du théâtre face à un enfant de l'audiovisuel. Oui, je vous remercie d'être venu un petit peu en avance. Mais j'ai bien fait quand même. Parce que j'en profite jusqu'au bout. Non seulement j'ai l'honneur de jouer avec, mais en plus je prends des leçons un petit peu particulières avant tout le monde pour la diction. 2 styles, 2 générations, pour incarner la rivalité entre Mozart et Salieri à la cour de Vienne. Dans des costumes éblouissants de la maison Scherrer, Jean Piat, 60 ans de carrière, n'a plus rien à prouver. Oh ouais, elles sont super, je suis dans un écrin. C'est aujourd'hui Mozart qui joue une plus grosse partie. Le bondissant Laurent Deutsch doit faire ses preuves dans ce rôle d'un jeune prodige qui donne des concerts et joue à cache-cache avec les filles. Je vais te sauter dessus. Je vais te manger dessous. Je vais te broyer, te croquer, te mâchonner, petite souris. Je vais te mettre en morceaux avec mes grosses griffes. Et loin d'être impressionné, le jeune comédien se trouve des affinités avec son personnage. Là où je pense peut-être lui ressembler un petit peu, qu'on a le même âge, qu'on se retrouve dans un milieu, dans un monde qu'on connaissait, enfin qu'on connaît pas vraiment, dont on n'a pas les codes, et où on cherche pas. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez, par rapport à Mozart, d'assez polissé et d'assez arrangeant. Lui était quelqu'un qui ne faisait pas de concessions. Mozart, la malédiction de Salieri, qui se demande pourquoi Dieu avait donné du génie à ce garçon insolent et grossier. Ai-je déjà éprouvé si tôt l'envie de tuer? Non, certes. Pas dans la réalité, quoique... Mais en matière de musique, c'était une autre affaire. Le compositeur Mozart n'a pas été reconnu tout de suite. C'est
le temps, sauf par un être qui lui aussi connaissait, si je puis dire, la musique, Salieri, et il en crève. On connaît presque tous toute la partition de Mozart. Il n'y a pas un air qui n'ait pas été récupéré par de la publicité ou par des sonneries de téléphone. C'est fou comme Mozart est terriblement moderne. Après le vif succès de François Perrier et Roman Polanski il y a plus de 20 ans, cet Amadeus-là a tout ce qu'il faut pour faire un nouveau triomphe. Relevez-vous, monsieur. Le cercle de la haute couture s'élargit avec l'entrée de deux nouveaux créateurs français qui ont reçu officiellement ce label très convoité. Estelle Collin et Nathalie Gallet ont suivi Franck Sorbier, l'un des lauréats. C'est sur cette vieille machine que depuis des années, il coud sans relâche. Aujourd'hui, c'est la consécration. Franck Sorbier vient enfin d'accéder au titre le plus prestigieux, un titre unique au monde, couturier. Quand on démarre, on a un peu l'insouciance, parce que je crois que si on savait, on démarrerait pas finalement. Puis après, je crois qu'il faut aussi faire ses preuves, il faut voir si on tient le coup. Cette nomination en poche, c'est peut-être le sésame vers la gloire. Car ce label haute couture, c'est la garantie de gagner en notoriété, donc en crédibilité. C'est soit des retombées médiatiques considérables qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros, et par rapport au coût du défilé, c'est infiniment supérieur, soit pour les autres, le moyen de se faire connaître. Tissu peint à la main, guipure ou laine compressée, cet univers poétique pourrait bien dans l'avenir valoir de l'or. Car ce label haute couture donne, dit-on, confiance aux financiers. Ça peut aussi conforter de potentiels investisseurs, ça peut donner envie, je veux dire, de construire une nouvelle maison. Des robes au prix d'une Ferrari, certes, mais il s'agit là de haute couture et demain, Franck Sorbier pourra vendre prêt-à-porter, sacs, parfums et bien d'autres choses. L'idée quand même d'une collection de couture, c'est montrer de la beauté, de la légèreté, que tout a l'air facile et que finalement il n'y a que le rêve. Mais pour que ce rêve existe, il y a beaucoup de labeur derrière. À 44 ans, Franck Sorbier aura donc eu raison de faire preuve d'endurance. Après des années de travail, la chance d'en tirer des bénéfices s'offre enfin à lui et à son fidèle compagnon. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Rioué. 20h55, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.